Si vous voulez aller plus loin dans l'expérience Métamorphose, alors je vous invite à rejoindre la tribu Métamorphose qui ne cesse de grandir depuis son lancement. Et en vous abonnant à la tribu, vous accéderez à de nombreux rendez-vous et contenus exclusifs. Vous pourrez ainsi rencontrer en direct certains de nos invités, échanger tous les mois autour des épisodes du podcast ou découvrir les coulisses de Métamorphose. Et en plus, votre abonnement contribuera à notre indépendance. Alors pour rejoindre la tribu, rendez-vous dès maintenant à l'adresse patreon.com/métamorphose. Bonjour et bienvenue dans la saison 2 de Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Je suis Anne Guéquier, fondatrice du magazine Féminin Bio, auteure et éditrice de projets engagés pour un nouveau monde. Chaque lundi, dès 7h, nous partons ensemble à la découverte d'un sujet lumineux avec une personnalité qui porte une voix d'éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. On a tous des rêves. Lorsqu'on les confie pour la première fois, ils paraissent loin. Puis on les planifie, ils ont l'air plus concrets, ils s'incarnent et on les touche du doigt. C'est la jouissance ou une déception. Ils finissent toujours par s'enfuir comme des souvenirs et reviennent comme des histoires. Notre invité du jour est un homme qui est allé au bout de ses idées folles. À la fois conteur et ultramarathonien, ce coureur de l'extrême est un spécialiste des courses les plus dures au monde. Il a traversé des déserts de sable et de glace, couru en altitude et réalisé des performances athlétiques de très haut niveau. Il n'était pourtant pas sportif professionnel, mais rêvait de se dépasser et il l'a fait. Aujourd'hui, nous allons discuter d'espérance, d'endurance et de transcender les limites du possible. J'ai le plaisir d'accueillir Malek Boukherchi dans Métamorphose. Bonjour Malek. Bonjour Anne. Alors, petit récapitulatif de palmarès. Tu as couru 333 km en 3 jours dans le désert du Thar au Rajasthan, 1150 km en 18 étapes pour la Transgaule, le marathon le plus haut du monde à 5500 mètres d'altitude dans le désert chilien d'Atacama, 142 km en Antarctique par une température de moins 45. Alors là, et certainement ce n'est pas fini, et là on se dit déjà que tout est possible, Malek. Tout est possible dans la mesure où on cultive une qualité essentielle, l'enthousiasme. Et voir le possible là où les autres voient l'impossible, c'est une raison d'être en ce qui me concerne. Et c'est pour montrer que tout à chacun est capable d'aller au-delà du réel, au-delà du visible ou de l'invisible, à partir du moment où vous êtes animé par cette inexorable force du dedans, mais qui ait du sens. L'enjeu, c'est pas de courir pour courir. Ma raison d'être première, la course à pied, c'est qu'un prétexte pour aller à la rencontre des gens. Et courir toujours pour des causes qui me subliment. Toutes les courses que vous avez évoquées, à chaque fois que tu as évoquées, c'est tout de même... oui. Toutes les courses évoquées ont été toujours adossées à une cause. Et ça, c'est intéressant, parce qu'après, ça me permet de partager, d'aller voir différents interlocuteurs, surtout d'aller voir la jeunesse, parce que je crois beaucoup en la jeunesse, avec un seul mot d'ordre, l'audace. C'est beau. Comment un tel rêve est né en toi ? Pourquoi ce besoin de parcourir des distances si importantes quand même dans des conditions si difficiles, Malek ? Après, tout est question d'histoire de vie, de trajectoire et de rencontre. Parce que l'ultramarathon des extrêmes, voilà, c'est le titre dans lequel j'évolue aujourd'hui. Il y a encore 15 ans, je ne connaissais pas ce mot. Moi, je ne suis pas un ultramarathonien d'extrême par vocation. Et aller dire à n'importe quel jeune dans le quartier où j'ai grandi, ou encore aujourd'hui, parler d'ultramarathon de l'extrême, c'est peu connu. Il y a d'autres sports beaucoup plus médiatiques, et en particulier en ce qui me concerne, j'en suis un. Moi, je suis un footeux au démarrage. Je suis un adepte du ballon rond. Le ballon rond m'a constitué. Mais vous savez, quand vous jouez au foot, à 28 ans, 30 ans, on vous dit que vous êtes vieux. Ce qui est terrible. À 28 ans, vous êtes vieux. Surtout quand vous êtes à un niveau d'amateur éclairé, parce que j'ai joué à un bon niveau. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qu'on devrait dire aux gens qui ont 30 ans, 50 ans, 60 ans. Si à 28 ans, vous êtes vieux, c'est terrible. Et je ne concevais pas la vie sans un minimum d'activité sportive, parce que il ne faut pas oublier que notre premier moyen de transport, et quand je dis transport, il faut l'écrire en 2 mots, la trans et le sport, c'est notre corps. On a tendance à oublier, on n'habite pas notre maison 24 heures sur 24. Oui. On n'habite pas notre voiture 24 heures sur 24. On n'habite pas notre lieu de travail 24 heures sur 24. Le seul endroit que tu habites 24 heures sur 24, c'est le corps. C'est le corps. Et qu'est-ce que tu fais pour préserver ce corps qui t'est donné, et ce corps qui est magique ? Parce que
On a beau être en ces temps d'anthropotechnique, c'est le terme que j'emploie, où la technique a pris le pas sur la relation humaine, on ne jure que par les nouveaux écrans et ces smartphones et compagnie, mais la plus belle machine, le plus bel organisme qu'on ait jamais créé, c'est le corps. Et le sport est un moyen d'honorer ce corps, parce que quand le corps va, tout va. Le reste, ce n'est pas vrai. Je dis souvent qu'un être qui habite son corps est l'hôte de l'univers tout entier. Partout où il se trouve, il se sent bien, même à moins 45 degrés, même à 6000 mètres d'altitude, où il y a cette résonance entre la tête et le corps. Et qu'aujourd'hui, les gens ont trop tendance à être dans le cérébral, parce que c'est ce culte de la performance du cérébral, des cerveaux, des parchemins diplômants. Mais si le corps n'est pas là, qu'est-ce qu'on fait ? Il y a un axiome que nous suivons. Quand je dis nous, je parle en tant qu'ultramarathonien d'extrême. Oui. Le corps ne ment pas. La tête est un gros menteur. Pour qu'il y ait du mental, pour que la tête suive, il faut d'abord qu'il y ait un corps, un ancrage, une assise. Et quand je parle d'ancrage, c'est cette capacité à être ancré vis-à-vis de la Terre et les forces telluriques. C'est un peu comme les histoires, comme les mythes. Hein. Je dis souvent, si on ne croit plus aux histoires, aux mythes, aux métarécits, on se prive des antennes célestes et des racines terrestres. Et le corps est dans cette dimension-là. D'où la pratique de l'ultramarathon. Après le foot, je ne concevais pas d'arrêter le sport et de ne plus rien faire. Et la seule solution que j'ai trouvée, c'était l'achat d'une simple paire de baskets. Juste pour courir. Pour le plaisir de faire bouger ce corps. Mais il est évident. Ce qui a été compliqué, c'est, je mets quiconque au défi, courir, dans un premier temps, c'est ingrat. Il n'y a pas de plaisir. Jouer au foot, jouer au hand, au volley, au basket, n'importe quel autre sport, au tennis, il y a une dimension ludique. Il y a une dimension plus de rencontre avec l'autre. Courir, on est seul face à soi. C'est une forme de transe ? Ah oui, c'est une danse. Oui. Et en plus, la course à pied a à voir avec l'évolution de nos sociétés. N'oublions pas. Et la pratique de l'ultramarathon me permet de me connecter avec nos ancêtres. C'est aussi ça, c'est intéressant. Oui. Tu n'as pas 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans. On a plus de 10 000 ans. On a plus de 100 000 ans. On a plus de 500 000 ans. Il faut retourner auprès de nos ancêtres. Bien avant Homo sapiens, remontons encore dans le temps à Homo erectus, à Homo habilis. Et ce que je veux montrer, c'est que... On est programmé pour courir, s'il y a quelque chose de cet ordre-là. Oui, bien sûr. Qu'est-ce qui a fait l'humanité ? Qu'est-ce qui nous a permis d'être là aujourd'hui ? C'est la marche, la course à pied. Et que peut-être le premier moyen de transport, le premier sport fondamental, et nous en tant qu'ultramarathoniens, on alterne les deux, il y a la course. À la course, on fait des foulées. À la marche, on fait des pas. Oui. Et nos ancêtres ont été des grands marcheurs. C'est les premiers ultramarathoniens d'extrême. Et je dis souvent que, allez, ironie d'histoire, avant d'être des Homo sapiens, on se targue d'avoir ce cerveau développé. Mais pour qu'il y ait eu un cerveau, il y a eu d'abord des jambes. Nous sommes d'abord des Homo dromiens. Dromos, ça veut dire courir. Et qu'est-ce qui a fait que nous sommes là tous ? Qu'est-ce qui a permis à l'humanité de survivre ? Avant que les premières armes n'arrivent, il a fallu fuir les prédateurs. On est l'espèce animale la moins fournie en système d'attaque-défense. Qu'est-ce qu'on a fait face aux grands prédateurs ? Il a fallu courir. Courir ou grimper. On a les deux, mais pas marcher. Il a fallu courir. Donc la course à pied a permis à nos ancêtres de survivre. Et la course à pied, non seulement la survie, mais également la survie de l'alimentation. Il a fallu chasser. Parce que courir pour fuir, mais courir pour attraper aussi. Aussi, et on chassait à l'épuisement. Oui. Parce que nous avons le système de régulation thermique le plus efficace qui soit encore aujourd'hui, la peau. On est capable d'évacuer toute la sudation par toutes les pores de la peau, ce qui n'est pas le cas de toutes les autres espèces. Donc nous sommes extrêmement endurants. On est l'espèce animale la plus endurante du règne animal. On est capable de tenir sur des distances longues. Et donc, la chasse à l'épuisement a permis à nos ancêtres de survivre. Donc on piste un animal, et ça on l'a découvert, ces anthropologues, lorsqu'ils étudient les peuples racines. Maintenant on parle de peuples racines. Peuple premier, oui. Voilà, c'est ça, les peuples primitifs. On est dans du politiquement correct à tout va, mais bon, peu importe, peuple racine, peuple premier, comme les Boshiman dans le désert du Kalahari, qui eux encore chassent à l'épuisement lorsqu'ils pistent une gazelle. Et ça, c'est fascinant de voir que le corps est magique, tout simplement. Quand on court comme ça à l'épuisement, parfois on n'a pas le choix. Est-ce que c'est ce que tu disais ? Les hommes d'autrefois, je dirais qu'ils y allaient de leur survie. Par exemple, moi qui suis marathonienne et qui cours, je ne cours pas pour ma survie. En fait, je cours pour courir quelque part, dans une forme effectivement de transe, avec une quête, mais je ne cours pas pour ma survie.
Non. Ça pourrait paraître vain, c'est ça que je veux dire. D'accord, tout à fait. Mais en tout cas, il ne faut pas se leurrer. Je dis souvent que nous, les ultramarathons... Alors après, il y a marathon et l'ultramarathon. Oui. Marathon, il y aurait beaucoup de choses à dire sur le marathon parce que ça correspond à l'évolution de nos sociétés. Et il y a aujourd'hui un culte de la performance, même sur le marathon, ce qui explique pourquoi j'ai quitté aussi l'univers du marathon. J'ai été marathonien. Oui. Parce que la pression du chrono aujourd'hui a pris le pas sur la passion du tempo. Les gens courent derrière un chrono tout le temps. Dès que tu t'alignes sur marathon, les gens cherchent un chrono. Et pour preuve, quand quelqu'un fait un marathon, la première question qu'on pose... C'est combien t'as fait? Combien? Ouais. Tu vas faire 42 km, 195, c'est un pari, c'est un défi sur de l'asphalte, c'est compliqué, c'est dur. Au lieu de te dire, raconte tes émotions, comment ça s'est passé, qu'est-ce que tu as vécu, qu'est-ce que tu as vu, qu'est-ce que tu as rencontré, on va te dire combien. Et c'est fini. Et tu as annoncé un temps, et après, so what? Qu'est-ce qui se passe? Un peu comme dans le monde du travail. Dans ce culte de la performance généralisée, la question du comment tu vas n'existe plus, c'est le combien tu vas. Combien. Et donc, alors le marathon, on n'est pas dans une survie parce que on court dans un univers sécurisé, la ville. En plus, il y a de plus en plus de monde, il y a une masse qui se déplace, de plus en plus forte, de plus en plus puissante. L'ultra-marathon des extrêmes, on est en mode survie. Oui, et là, il y a sûr. le lien, parce que quand vous courez dans les déserts à 50 degrés, à moins 45 degrés, à 6000 mètres d'altitude, d'abord, nous ne sommes 10, 15, 20 à partir. Oui. Alors je rappelle que 700 personnes au monde sont ultramarathoniennes, hein. Donc ça fait un tout petit groupe à l'échelle mondiale. Ton projet devait paraître fou à l'époque. Comment tes proches ont réagi justement? Ben, c'est intéressant la question que tu poses là, Anne, parce qu'il y a eu deux attitudes. Et c'est vrai quand j'ai décidé de basculer dans l'ultramarathon des extrêmes, parce que c'est un coureur, c'est un coach néo-zélandais qui m'en a parlé. Après un marathon sur Amsterdam. Alors moi, je suis un runneriste, un runner plus touriste. Cette capacité toujours à prendre des photos, à capter l'instant, à discuter avec les gens. Et je suis un adepte du run and talk. Je cours et je parle avec les gens. Donc les coureurs qui sont à côté de moi, je m'arrête, je discute des sensations quand ils peuvent, sinon je respecte. Et après surtout avec les spectateurs, parce que quand tu cours un marathon, tu as ton dossard, tu as ton nom maintenant, et les gens t'interpellent. Et moi je m'arrête, je vais les voir, quand on m'appelle, super, ça fait plaisir, tu viens d'où? Alors les spectateurs, ils te regardent, mais monsieur, il faut courir, pourquoi vous arrêtez? Non, on est là pour partager, donc ils comprennent pas. Et il y avait un coureur néo-zélandais, on a couru ensemble, et il me voyait chaque fois que je m'arrêtais, après je revenais, alors donc j'ai fait du fractionné constant sur du 42, et il m'a dit, mais Malek, le marathon, c'est pas pour toi, tu cherches autre chose, arrête, faut que tu rencontres mon grand frère. Et je le rencontre sur la ligne d'arrivée, et en plus en faisant ce run and talk, tu vois, tu cours en moins de 3 heures. Et là, son grand frère me dit, lorsque ça paraît dingue d'ailleurs. Voilà, son petit frère lui expliquant comment je courais, et le grand frère me dit, Malek, est-ce que tu veux découvrir un pays fascinant, au relief insoupçonné, au climat changeant? Parce que qui vit plus sereinement de l'intérieur vit plus facilement de l'extérieur. C'est très beau. Et je lui dis, mais tu parles de quoi? Il dit, Malek, le marathon, c'est pas pour toi, tu cherches autre chose. Va sur l'ultra-marathon des extrêmes. C'était il y a 15 ans. Je n'avais jamais entendu parler. Tu as quel âge aujourd'hui, Malek? 46. 46, d'accord. Non, mais c'est pour resituer à peu près les tranches d'âge. Et c'est pour montrer que tout le monde est capable de basculer. Alors, comme je suis d'un naturel curieux, parce que la curiosité, c'est la soif de l'intelligence et c'est une valeur forte et fondamentale pour pouvoir avancer dans la vie, alors je décide d'explorer un peu le nocturne du non-dit de l'ultra-marathon des extrêmes. Il me laisse sa carte, ses coordonnées, parce que je l'appelle Jack en Nouvelle-Zélande. Parce que là-bas, vraiment, il y a une pratique sportive, il y a une culture sportive qu'on n'a pas de toute façon en France. Faut bien le reconnaître. Et là, je découvre alors un monde fascinant. Des gens capables de faire des chevauchées fantastiques dans des endroits les plus fascinants qui soient, que sont les déserts. Moi, j'ai toujours été attiré par les déserts. Quand j'étais petit, j'adorais regarder la télé avec papa et maman et on regardait ces émissions naturelles que sont les déserts. Et je me suis toujours dit, quand je serai grand, j'irai là-bas. Alors, je suis pas paléoanthropologue, je suis pas ethnologue spécialiste des tribus primitives qui vivent dans les déserts. Et c'est la course à pied, l'ultra-marathon, qui va me permettre d'aller toucher ces territoires et de les traverser de manière extrêmement sensible. Et ça, c'est fascinant. Et nous, dans la tradition berbère, en plus, je me rappelle, papa nous disait toujours quand on regardait les déserts, n'oublie pas Malek, nous, on a un rapport avec l'espace et l'immensité qui est extrêmement forte. Parce que c'est
C'est la seule dimension qui ne s'use pas. Tout s'use. On est dans des murs, on est enfermé. Le désert, c'est le symbole de l'ouverture par excellence, c'est l'immensité. Donc on parle de maison aux parois de néant. Un exil pour le corps, mais une patrie pour l'esprit. On se sublime, on se redécouvre et on va beaucoup plus loin. Et c'est comme ça que je bascule de manière progressive sur l'ultramarathon. Mais tu as raison, quand j'ai décidé d'y aller, je ne savais pas comment, ni avec qui, ni avec quels moyens. J'habite Paris, on partait à La Réunion. Je ne vis pas à 50 degrés, je ne vis pas à 6000 mètres d'altitude. Mais je me dis que j'y vais, parce que la vie, elle est là, elle est faite d'audace, elle est faite d'espérance, elle est faite de croyance, elle est faite d'envie. Mais la force du dedans n'est rien sans la force du dehors. On a besoin de rencontrer des gens qui croient en toi. Et quand j'en ai parlé, d'abord tu parles aux proches, aux gens qui t'aiment, aux gens qui vont... À ta famille. Voilà, ta famille. 2 attitudes. Les premiers m'ont dit, Malek, à quoi ça sert ? C'est la fameuse question que tu retrouves partout, le à quoi ça sert. À quoi bon, ouais. Voilà, le à quoi bonisme généralisé. Ouais. Et ils me disent, Malek, ça sert à rien. Qu'est-ce que tu vas aller courir dans les déserts ? J'ai même pas démarré. Après quoi tu cours ? Voilà, j'ai juste évoqué l'hypothèse. Tiens, j'aimerais aller courir dans les déserts. Et on me dit que tu peux pas. C'est pas pour toi. Oh. Alors ces gens-là, moi, c'est souvent le terme que j'emploie, je parle d'enténébreurs. Ils sont là. On peut pas les éviter. Ils ont des mots poison. Ils feront tout pour briser cet élan du dedans, cette force, cette envie de croire à tes rêves, parce que les rêves sont faits pour féconder le réel. Alors, on peut les écouter parce que ce sont des alertes, mais ils ne doivent pas briser cette force du dedans. Et à côté des enténébreurs, tu vas avoir des gens qui vont te dire « Tiens, Malek, vas-y, essaye, je peux t'aider, t'as besoin de quoi ? Génial !» Et il y en a plein. On les entend pas dans la vie de tous les jours, mais ils sont là, les enchanteurs, qui ont des mots nectar, qui vont tout faire pour t'aider, te tendre la main et te permettre d'aller au-delà du possible ou de l'impossible. Et donc c'est comme ça que je suis plutôt allé avec des enchanteurs qui croient en moi. Et bien sûr, c'est comme ça que j'en ai parlé avec papa. Oui. Parce que je savais que j'allais mettre ma vie en danger. Alors on est dans une dimension, quand on est dans l'ultramarathon, on touche à la dimension du vertige. Quelle sorte de vertige ? C'est ce vertige qui est à la fois voluptueux et qui est à la fois également ténébreux. On tutoie un peu les limites de la mort. Entre mort et vie, notre destinée de vie se joue souvent sur un geste, une intuition lucide qui suscite le tressaillement du destin. Est-ce qu'il faut tutoyer la mort pour mieux se sentir exister ? Après, c'est un parcours personnel, parce que la mort, je l'ai côtoyée très tôt avec le décès de maman. Et ça te change l'existence très très tôt. Et tu te dis que on n'a qu'une seule vie. Il faut savoir la sublimer. Il faut savoir l'exalter. Et il est donné à tout à chacun de ne pas la subir, mais au contraire, de la magnifier. Et on peut venir de n'importe quel contexte, de n'importe quelle situation, de n'importe quel quartier, c'est mon cas. Il y a toujours moyen de faire des choses extraordinaires. Le fait de tutoyer la mort, est-ce que tu crois que c'est une forme de résilience et de mieux accueillir la vie ? Est-ce que c'est presque un passage obligé initiatique en réalité pour l'être humain ? Bien sûr. D'autant plus que c'est intéressant, on est dans une société où la mort est un sujet tabou. On n'en parle jamais. Elle n'a jamais été aussi prégnante, présente de manière visible ou invisible, quel que soit à travers les arts, parce que la mort, on la voit. Il suffit de prendre juste le cinéma. Il n'y a jamais autant de morts dans les films, mais dans la vie de tous les jours. On la cache. Et dans l'éducation, même vis-à-vis de nos enfants, c'est un sujet qui est tabou. S'il y a une donnée fondamentale dans notre vie, c'est bien l'impermanence. Et quand on a compris que tout est impermanent, les objets, le verre qui tombe, qui casse, pas grave, parce que sa raison d'être, c'est pas de durer d'exister. Les entreprises, elles naissent, elles grandissent, elles peuvent se développer tout comme elles peuvent mourir. Et des entreprises qui disparaissent des fois du jour au lendemain, et ça peut surprendre. Tu sais, l'année dernière, j'ai accompagné des jeunes juste pour montrer sur l'entreprise, parce que les gens pensent qu'ils sont dans une situation de stabilité permanente. L'incertitude, l'impermanence est une donnée anthropologique fondamentale. Et la course à pied me permet constamment de magnifier cet instant-là et de valoriser ce réel qui est là. Mais tu vois, par rapport au marathon du Médoc, c'est un marathon qui a à faire absolument, parce que là, on s'en fout du temps. Là, on boit un petit coup de temps en temps, ou pas ? Plus. Je trouve ça un peu chaud, moi, mais bon. Non, c'est même plus, c'est 22 châteaux visités, donc c'est 22 verres déjà avalés, forcément.
Donc on dit que c'est le marathon le plus long du monde parce que tu cours pas droit, tu cours pompette, hein, tu cours à chaque fois de côté. Mais on est déguisés. C'est le plus grand carnaval de France. 9500 coureurs déguisés. Et là, on est tous déguisés. À un moment donné, l'année dernière, j'avais accompagné des jeunes pour faire ce premier marathon pour eux. Et on croise une équipe de Kodak. Kodak. Et le gars, c'était l'ancien directeur commercial des équipes Kodak France qui se retrouvent chaque fois, une fois par an, qui font un événement. Et donc là, ils ont dit, on va faire un marathon. Ils étaient là. Et ils étaient déguisés avec la pellicule Kodak autour d'eux. Et ils couraient avec cette pellicule Kodak autour d'eux. Et quand tu les vois, tu te dis, mais pourquoi ils sont là? Et quand ils t'expliquent, c'est pour honorer la mémoire de l'entreprise. Ça évoque plein de souvenirs. Tu dis Kodak à notre génération, parce que les jeunes d'aujourd'hui, les millénials, vous dites Kodak, ça leur parle pas. Mais nous... C'était voleur, rendez-moi ma couleur, c'était pas ça, là? Le bonhomme Kodak? Ouais, voilà, c'est ça. Et c'était une entreprise, on n'imaginait pas un instant que cette entreprise allait disparaître. Donc nous, notre humanité, c'est Nietzsche qui disait dans le Gai Savoir, quand un enfant naît, il est déjà assez vieux pour mourir. Et s'il y a une certitude, c'est bien la mort. Donc qu'est-ce que tu fais entre le naître et le mourir, entre l'indicible de cette naissance et l'impossible de la destination? Il y a un espace à vivre. Et il faut le vivre pleinement. Après, à chacun de trouver sa transe. Hein. La musique, la danse, le sport, les rencontres humaines, c'est une transe qui est extraordinaire. Il y a moyen toujours de magnifier cette vie qui nous est donnée. Tu parlais des enchanteurs et des enchantresses qui t'accompagnent. Est-ce que quelle est la place de l'invisible, justement? Tu parlais un peu de spiritualité au début et de son importance. C'est très important pour le dépassement de soi, pour cette aussi détermination. Bien sûr. Est-ce que ça fait partie, on pourrait dire, des secrets qui permettent de transcender cette expérience de vie? Ben oui. On maîtrise pas grand-chose, fondamentalement. Non, on sait qu'on sait rien, en fait. Et voilà. Et de l'enfance à la vieillesse, la course à pied, c'est un condensé. En tout cas, l'ultramarathon de l'extrême, c'est une sorte de condensé de nos vies. On passe par tous les états émotionnels. À l'image un peu de la vie de l'enfance à la vieillesse, on passe par des frontières qui sont visibles. Tu as évoqué la notion de rite, c'est intéressant, et il y a des frontières invisibles, rite ou pas rite. Après, c'est lié à différents états émotionnels, que ce soit la joie, la tristesse, la peur, l'envie, gratitude ou ingratitude. En tout cas, on embrasse, tous et toutes, l'étrangeté de cette vie réelle qui nous est donnée. Et à un moment donné, l'ultramarathon, à l'image un peu des histoires ou des contes. Et tu es un conteur. Voilà, et ça m'anime, parce que pendant l'ultramarathon, je révise mes comptes, ça me permet de voyager. Non, parce qu'à un moment, il faut s'y reconnaître, c'est long. Oui, c'est long. Quand tu fais 100 km jour pendant 15 jours, pour pouvoir te déconnecter un peu de ce corps qui t'est donné, parce que le corps est souffrant. Faut pas se leurrer, il y a aussi cette capacité à être dans la résilience, dans cette capacité à accueillir les peurs et la douleur, on les accueille, on les refuse pas. Alors qu'on est dans une société où on a peur de la peur, où on ne veut pas avoir mal, alors que c'est une donnée, ça aussi, de la vie. Mais l'invisible, c'est le tronc du visible, je dis souvent. Il se passe plein de choses dont on ne capte pas à l'instant, mais qui sont là. Et nous, dans notre rapport au corps, on a un dialogue permanent réel, de par la parole, un dialogue permanent par la pensée, qui permet à ce corps de pouvoir se mouvoir, parce que c'est pas naturel de courir 100 km jour. Et on est capable de capter alors les forces telluriques de la Terre. Moi, je sais que quand je cours, je demande l'autorisation de traverser tel ou tel territoire. C'est pas mon univers. Dernièrement en Mauritanie, ou bien aller courir dans l'Atacama désert, je ne vis pas là-bas. Et je sais que je suis un élément extérieur, alors je vais aller apprécier la traversée de ces paysages extraordinaires. Mais je demande l'autorisation. Alors il y a différents chants, tu t'adaptes en fonction du territoire et du contexte. Si je suis en Afrique, il y aura un chant africain ou un adage africain. Quand j'étais dans l'Atacama désert, on va faire appel à la sagesse amérindienne pour pouvoir demander une sorte d'autorisation aux forces présentes, la Terre, qui est une force extraordinaire, mais aux forces également, entre guillemets, célestielles. Elles sont là. Et moi, en tout cas, je sais que ça me rassure. Alors des fois, on peut te prendre par rapport aux autres coureurs, parce qu'ils traversent directement et ils se posent pas la question. Mais moi, je sens que j'ai besoin, parce que nous sommes dans une lignée. Nous sommes des êtres de mémoire reliés à un passé, reliés à une trajectoire qui n'est pas
d'aujourd'hui, mais qui date bien d'hier. Mais hier, c'est que la mémoire d'aujourd'hui, hein, dit-on. Oui. Tu te sens un peu unique dans cette façon de faire par rapport aux autres coureurs ultramarathoniens? En tout cas, il y a une originalité. Parce que j'ai la chance de basculer sur divers univers. La plupart des ultramarathoniens sont dans une dimension sportive pure et dure. Moi, l'ultramarathon, c'est qu'une de mes casquettes identitaires parmi d'autres. Hein. Elle m'alimente. Elle me permet de comprendre le monde dans lequel nous vivons parce qu'on développe des qualités remarquables de patience, de persévérance, d'effort. C'est des qualités dont on a besoin aujourd'hui pour pouvoir faire face aux défis de la vie. Et ça me permet d'aller les chercher de manière un peu extrême. Mais comme il y a la dimension du conte, il y a la dimension d'anthropologie qui est présente, ça me permet d'avoir un regard détaché sur cette pratique-là et de dépasser le cadre de la performance pure et dure pour aller chercher le cœur. Et quand je cours et quand je rencontre d'autres ultramarathoniens, j'ai toujours ma GoPro, ma caméra avec moi et je leur pose toujours la question, mais qu'est-ce qui vous anime? Pourquoi vous êtes là? Eux, ça leur pose pas la question, ils vont vous parler de leur performance, de leur course, qu'est-ce qu'ils ont fait. Je parle pas de ça. Moi, c'est pas mon enjeu, ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est quoi ton moteur? Qu'est-ce que tu viens chercher là? Et qu'est-ce que tu as envie de partager après-demain? Parce que nous sommes dans... On a besoin de cette narration permanente. Et une narration qui est visible, et encore une fois, il y a une narration invisible. Des fois, on n'a pas besoin de parler. Hein. Tu viens vraiment raconter ton histoire là à travers ton expérience, ton témoignage de vie quelque part. Toujours, et je crois que après, il faut trouver toujours le juste milieu. C'est pour ça le conte n'est pas neutre en ce qui me concerne, parce que ça me permet de me détacher de mon autorécit. Aujourd'hui, on est trop dans les autorécits, où chacun s'expose. Mais qu'est-ce qu'on expose? L'autorécit doit pouvoir s'effacer par rapport au métarécit, les grandes histoires. Parce que derrière les grandes histoires, il y a moyen de comprendre ce qui se dit et ce qui ne se dit pas. Et je dis souvent qu'un être qui parle, ce qui compte dans quelqu'un qui parle, c'est pas ce qu'il dit, c'est ce qui est tu. Cherche ce qui ne se dit pas et tu vas découvrir l'autre en face de toi. Parce qu'on transmet beaucoup de choses en ne disant rien. Et là, en ultramarathon, tu disais que de temps en temps tu parlais, etc. Mais il y a aussi beaucoup justement le silence à l'intérieur de soi. Bien sûr, bien sûr. Après, de toute façon, au démarrage, avant les trentaines et 40 premiers kilomètres, tu es avec le groupe. Après, très très vite, on est tout seul. Oui. Pendant 10 jours, 12 jours. Et là, c'est la dimension sublime. Oui, la dimension sublime du silence, qui est une langue extraordinaire. Hein. En ces temps de cacophonie généralisée, comment rechercher la symphonie de l'essentiel? Et l'ultramarathon, pour moi, est un moyen d'aller chercher ce silence de la contemplation. Ce silence de la lecture visible ou invisible, parce que j'ai toujours un livre sur moi. Après, je m'arrête pendant la course. Tu regardes les déserts, les dunes, la montagne, tu as ton livre. Oh, fascinant. Qu'est-ce que tu prends comme livre avec toi, par exemple, Malek? Il y a un peu de tout, hein, vraiment. Ça peut être des fois plutôt des romans, des contes, toujours, parce qu'il y a toujours à apprendre. Et ça, c'est extraordinaire, parce que les contes, ça me permet après de les apprendre, parce que je m'astreins de manière joyeuse. C'est une certaine forme de discipline. Chaque semaine, j'essaye toujours de créer ou d'apprendre de nouvelles histoires pour le plaisir de... Et tu les répètes ensuite? Voilà, tout à fait. Tu les répètes, tu les remâches, tu les retransformes, tu les métamorphoses, parce que chacun a une manière de dire, de raconter, et tu auras une sensibilité en fonction de la narration, de la poésie. C'est marrant parce qu'en t'écoutant quand même, Malek, je repensais à quelque chose chez les chrétiens quand on fait un pèlerinage. Alors ça doit être vrai dans toutes les religions. On parle aussi de la mendication de la parole, qui est ce fait de mâcher la parole et du verbe et de la remâcher. Et en fait, en t'entendant, il y a quelque chose de cet ordre-là en fait qui se joue, que comme si vraiment le verbe se fait chair à travers aussi la répétition des mots qui s'intègrent et qui s'incarnent à l'intérieur de toi, à la fois dans le silence intérieur, mais en même temps qui prennent corps. Eh ben, là, j'apprends, c'est intéressant ce que tu évoques là, parce que je ne connaissais pas cette dimension d'incarnation et le fait de mâcher des mots chez les chrétiens. Hein. Donc ça me réjouit, parce que fondamentalement, l'humanité est une et entière. Bien sûr. Tout est relié. Et ce que tu dis là,
je crois que c'est une dimension extrêmement importante. Il s'agit non seulement d'incarner ce que l'on dit, mais il faut aussi l'excarner. Et l'excarnation, cette capacité à régurgiter les mots une fois qu'ils ont été bien assimilés, bien retravaillés. Et l'assimilage se passe par le silence, parce qu'une parole sensée ne vient qu'après le silence, bien après, comme disent les mystiques. Sophie ou les mystiques de chrétiens d'Orient. Une parole sensée ne vient qu'après le silence. Pour faire lever le levain de la vérité des dires, le silence est un processus de transformation fondamentale. Et cultiver le silence, en tout cas dans l'ultramarathon, c'est une clé essentielle pour pouvoir grandir et avancer. En tout cas, moi, le silence de l'amour du silence, ça permet ensuite de retransformer les mots de manière juste et digne. Et c'est de ça dont on a besoin. C'est ma perception. Oui. Tout à l'heure, tu as parlé de la souffrance. J'aimerais revenir dessus. Alors, dans l'ultramarathon, c'est une souffrance qui est choisie quelque part. Alors, exact. Le mot est un peu fort, peut-être. Oui. Comment est-ce qu'on pourrait l'appliquer à la souffrance en général dans le quotidien, et une souffrance qui paraîtrait peut-être plus subie par certaines personnes, même si on pourrait imaginer que si on est créateur de notre vie, rien n'est jamais vraiment subi. En même temps, quand moi je vois des migrants et des enfants sur un bateau, j'ai du mal à croire comment ils peuvent être créateurs de leur vie et projeter ça. Bon, donc ça je faisais une petite, une grosse parenthèse, mais une digression. Mais qu'est-ce que ça t'évoque, cette idée de souffrance ? Ça résonne énormément. Déjà une règle. Pour évoquer l'ultramarathon que je suis, la douleur est obligatoire, mais la souffrance est optionnelle. Il y a une nuance qui est importante. Ouais. C'est l'accueil ? Exactement. Quand tu cours, tu sais que la douleur sera là. C'est évident. Mais l'enjeu, faut pas que la douleur se transforme en souffrance. Parce que la souffrance, il y a une dimension psychique qui est beaucoup plus puissante que la douleur physique. Un exemple concret. C'est ce qui s'est passé en Mauritanie dernièrement. Blessure qui arrive au niveau du pied. Alors, redis ce que tu as fait en Mauritanie, tiens, pour préciser. Parce que moi, je le sais, mais tout le monde, nos auditeurs ont... Donc, ça fait il y a 2 mois, il y avait une course organisée en Mauritanie. C'était une grande première. 15 coureurs du monde entier. Et l'enjeu, c'était de parcourir 1000 kilomètres en 15 jours, en totale autonomie, pratiquement. Donc, sac à dos, t'as ton eau, t'as ton alimentation, t'as juste tous les 40 km pour l'eau et les 100 km pour la nourriture, tu récupères et le reste, tu gères. Et t'as ta boussole, course d'orientation en plus, donc avec la difficulté de s'orienter dans ce désert mauritanien. Ça a été fascinant, c'était extraordinaire. Tu sais que tu vas être confronté à la douleur, c'est évident. Le corps va souffrir. Oui. Alors, il y a 2 règles. J'adore la règle des Tarahumaras, vous savez, ces grands coureurs des terres du Mexique, dans le Chiapas, dans les Copper Canyons, qui dit ne jamais être victime de la douleur, mais en devenir le disciple. Et dans la vie, je crois que c'est valable. La douleur est un maître pour les coureurs. Tout à fait. Oui. En devenir le disciple. Donc, ce n'est pas subir la douleur, mais qu'elle t'accompagne, que tu l'accueilles. Et ensuite, ne jamais transformer une douleur physique qui est localisée en une souffrance globale psychique. Quand j'ai mal au genou, la plupart des gens du cours, le genou, c'est un des traumatismes les plus classiques, genou-cheville. Les gens disent j'ai mal au genou. Qu'est-ce qui compte dans le j'ai mal au genou ? C'est pas le genou, c'est j'ai mal. Oui. J'ai mal partout. Et donc ça va venir véhiculer et venir perturber toute la mécanique du corps. Au lieu de dire j'ai mal au genou, c'est une douleur physique localisée, ok j'ai mal au genou, mais tout le reste du corps va bien. Il n'y a que le genou qui va mal. Pourquoi se focaliser sur ce genou-là et ne pas aller se focaliser sur le reste qui va bien ? Un peu à l'image de la vie. On aura tendance toujours à aller voir ce qui ne va pas, à critiquer ce qui va mal et ne pas exalter ce qui va bien. Et ça, tu arrives à vraiment... Enfin, j'imagine que tu arrives à le faire, puisque vu ce que tu fais... Et moi, c'est que ça. La vie, c'est cette capacité à transformer le négatif toujours en positif, à transformer les blocages en opportunités, à transformer les énigmes en apprentissage, à être dans ce processus de métamorphose positive, joyeuse. Là où il y a de la douleur, il y a aussi de la joie. De l'amour, tu parles beaucoup d'amour. Mais je crois que c'est... Je crois que tu emploies le mot le plus important, Anne. La dimension la plus importante, tout tourne autour de ça. Alors le véritable drame dans nos sociétés modernes, jamais on a autant parlé d'amour, jamais l'amour n'a été aussi absent dans nos rapports sociaux. Après, qu'est-ce qu'on met derrière cette dimension de l'amour ? Mais l'amour, c'est la clé pour pouvoir
réussir tous les défis et tous les enjeux de la vie. C'est de ça dont on a besoin. C'est Hildegard de Bingen et Sainte Thérèse d'Avila au XVIe siècle qui disait, cette grande mystique espagnole, il ne s'agit pas de beaucoup penser, mais il s'agit de beaucoup aimer. Et si on a compris ça, eh ben, tout devient beaucoup plus facile. Tu te sens dans cet état d'amour quand tu es en train de courir? Est-ce que tu sens cette dimension vraiment imprégner chacune de tes cellules quand tu es bien, ou même quand tu es pas bien? Est-ce que ça te met dans cette transe amoureuse qui est l'amour? On a qu'un mot en fait en français, alors que les Anglais ont like, love, bon, et puis certainement d'autres peuples encore peut-être plus de mots. Chez les Grecs, il y en a 4 ou 5 qui évoquent l'amour. Et dans la langue arabe, il y a plus d'100 de mots. Ah oui. Rien que ça. Rien que ça, dis donc. Pour montrer la dimension merveilleuse, profonde, visible et encore une fois invisible de l'amour. Mais c'est la clé dans nos relations humaines. Cette capacité déjà à s'aimer soi-même. On devrait d'abord enseigner. Le premier des enseignements, c'est savoir s'aimer soi-même pour pouvoir aimer les autres. Tu étais comme ça, tu t'aimais toi-même ou c'est quelque chose que tu as appris? J'ai appris. Je dirais que j'ai appris parce que... Alors on va un peu s'exposer parce que dans la culture berbère, en tout cas j'ai grandi avec des parents, des taiseux, déjà. Cette génération de parents qui disaient peu de mots, qui n'avaient pas l'habitude de dire je t'aime à tes enfants, ça se disait pas. Oui, ça se disait pas dans ces générations-là, pas tellement non plus. Alors que maintenant ça a beaucoup évolué, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'ils ne t'aimaient pas. Tout dans le geste, tout dans le regard, tout dans le silence, ce silence invitant. J'ai grandi dans un silence plutôt invitant, qui te permet de libérer des mots salvateurs, instant de vie, instant de plaisir. Mais enseigner à tout à chacun cette capacité d'abord à s'aimer soi-même, c'est l'estime de soi, pour pouvoir après raisonner avec les autres. Et quand je parle de résonance, nous dans le corps, on a la résonance RAI, la tête, parce qu'on réfléchit beaucoup, mais il y a la RE. Oui. RE, résonance, c'est le cœur. Ce dont on a besoin, c'est de cœur à cœur. Oui. C'est pas de tête à tête. C'est de ça dont on a besoin. Et raisonner plutôt que raisonner. Exactement. La vie, elle est là. Cette capacité d'être dans cette résonance permanente. Et cette résonance, elle démarre déjà dans cette capacité à aimer ce que l'on est, à aimer ce corps. C'est intéressant encore ce rapport au corps, parce que beaucoup de gens n'aiment pas leur corps, fondamentalement. Ou le voient comme un corps-outil. Tout à fait. Et aimer ce corps, c'est cette capacité à transformer le dur en doux, le pesant en léger. C'est aller prendre rendez-vous avec notre guide intérieur, qui a cette capacité à faire ces métamorphoses, à transformer les interdits en permission, à aller chercher cette caverne d'Ali Baba dont nous avons tous à l'intérieur. Et le seul sésame qui nous permet d'ouvrir cette caverne d'Ali Baba, c'est nous-mêmes. Et de là, on peut aller avec les autres, avec tous les autres, le prochain ou le lointain. Et quand tu évoques les migrants, c'est intéressant, les mots sont pas neutres. Moi, j'aime beaucoup ce que disait Confucius à la fin de sa vie. Il avait aimé, il avait rêvé pouvoir accompagner les gouverneurs. Il n'a pas pu, on l'a pas écouté. Donc c'est pour ça qu'il a écrit ses entretiens. Et il disait à un moment donné, à la fin de sa vie, si j'avais eu le pouvoir ultime, si j'étais en haut, la première mesure que je prendrais en tant que dirigeant, ce serait de redéfinir et de reprendre le sens des mots. Les mots sont pas neutres. Jamais. Les mots qui vont surgir de nous savent ce que nous ignorons d'eux, disait René Char. Le mot migrant, c'est pas un joli mot. Sinon, on est tous des nomades, par essence. Oui. Et ces migrants qui viennent, qui eux vivent une souffrance à la fois subie et aussi choisie, parce que s'exiler, c'est pas une joie, ça serait le fait de quitter son pays pour pouvoir fuir. Si on voyait, moi j'aimerais qu'on voit ces migrants comme des Ulysses. Pour moi, c'est les héros, ils sont extraordinaires, ces gens-là. Cette capacité à aller faire une traversée épique, avec à la clé une certitude peut-être de mourir à plus de 90%.
Et ils ont tous dans leur tête, je suis certain parce que j'en côtoie, une Ithaque intérieure. Ils n'oublient pas d'où ils viennent. Si on les voyait comme des Ulysse, Ulysse est un naufragé. C'est un naufragé permanent. L'Iliade, c'est que ça. C'est un guide du naufrage permanent. Il n'a pas arrêté d'être naufragé, mais il a survécu. Et on retient les naufragés qui ont survécu. Les noyés, on les oublie. Et c'est ce qui se passe avec les migrants. Oui. Ils sont complètement oubliés. Et ceux qui restent, on n'entend pas leur histoire. On parle de migrants, mais qu'est-ce qu'il y a derrière ce terme-là? On n'entend pas leur histoire. Et connaître l'histoire des gens, connaître leur aventure, parce que ce sont des ultramarathoniens de l'extrême, ces gens-là également. C'est ça. C'est la même chose. Ils sont dans cette dimension-là, avec une contrainte forte, c'est qu'ils subissent cet exil-là. Ils n'ont pas forcément choisi. Et je crois qu'il y a moyen de... On aurait beaucoup de sons à recevoir de ces gens-là, hein, fondamentalement. Oui, je suis très touchée par tes paroles. Du coup, ça m'est difficile d'enchaîner avec des questions peut-être qui paraissent peut-être plus anecdotiques par rapport à la profondeur aussi de ce que tu viens de dire. En conclusion, on arrive à la fin de ce podcast, ça passe trop vite avec toi, Malek. C'est ça qui est embêtant. Qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un qui a envie et qui se dit « Oui, mais lui, il a des qualités exceptionnelles ». Je suis sûre, évidemment, tout le monde t'a renvoyé ça des milliards de fois. Et toi, tu dis « Je n'étais pas un professionnel de haut niveau. J'étais pas forcément conçu comme ça au départ, en tout cas programmé ou dans une famille d'ultra déjà. » Qu'est-ce que tu as envie de dire à ces personnes-là qui aimeraient se dépasser, qui n'osent pas, qui se disent « Ce n'est pas pour moi ». Dans ta question, tu donnes déjà un premier élément de réponse, chère Anne. Ils n'osent pas. Cette question d'audace. Ça me fait penser toujours à la belle phrase, entre autres de Sénèque, hein, ce grand philosophe natif de Cordoue, deuxième siècle, hein, qui disait « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas que les choses sont difficiles. » Et quand j'accompagne des jeunes, ou des moins jeunes, parce que nous sommes tous des grands enfants éternels, hein, et il faut aller chercher et cultiver cette enfance éternelle, cet esprit d'enfant, je dis souvent aux jeunes, pour pouvoir se sublimer et montrer que tout est possible, parce que tout est possible. Moi, la preuve, je n'étais pas programmé pour être ultramarathonien d'extrême. Je dis que dans la vie, il y a 3 T à cultiver, pas plus. Et avec ça, on est capable d'aller loin. Alors, je parle pas, on n'a pas le temps, de l'idéal républicain, le liberté, égalité, fraternité. J'aurais des choses à dire, c'est évident, en ces temps contraints. Mais je parle plutôt de 3 autres T qui vont magnifier 3 grandes valeurs à mettre en avant, pour pouvoir être dans l'audace. Dans un premier temps, le premier T, c'est le talent. On a tous un talent. Il est là. Et il faut aller le chercher. Soit je suis capable de le détecter moi, mais j'ai besoin des gens qui vont croire en ce talent-là pour ne pas passer ma vie à côté, mais la vivre de manière dense et intense. Il y a un talent qui est là. Et c'est intéressant, quand je parle de talent, c'est... Pour qu'il y ait talent, il faut croire en soi. C'est fondamental. On revient encore à cette première question fondamentale de l'estime de soi, de croire en soi, de cet amour de soi pour pouvoir raisonner avec les autres. Mais le talent n'est rien sans le travail. C'est le deuxième T. Ce goût de l'effort, cette capacité toujours à travailler. Les artistes les plus talentueux, les musiciens, les artistes, les poètes, les sportifs, ils n'ont pas de talent. Ils te disent tous, c'est que du travail. Ils n'arrêtent pas de s'entraîner derrière, à chaque instant, à chaque moment. La valeur travail est fondamentale pour pouvoir magnifier ce talent. Moi, dans le quartier où j'ai grandi, le nombre de jeunes, les Zidane, j'en ai côtoyé plein, des gars hyper techniques. Mais si tu travailles pas derrière, des slammeurs, des rappeurs, mais s'il n'y a pas de travail derrière, qu'est-ce qu'on fait? On est des diamants bruts qui demande à être poli, c'est cette capacité à être dans cet effort. Mais le travail n'est rien sans le troisième T, la ténacité. Ne pas s'arrêter à la première difficulté, ne pas s'arrêter au premier obstacle, mais continuer toujours d'avancer et faire en sorte que la ténacité permet de transformer l'impossible en possible, le possible en probable et le probable en réalisé. Avec ces 3 T, talent, travail, ténacité, on est capable de voyager vite, long et fort. C'est une très belle conclusion. Merci beaucoup Malek Boukherchi. Vous qui nous écoutez, vous pouvez retrouver Malek dans son livre. Il en a écrit 5. Je parle de celui-ci, Il était une fois en Antarctique, du rêve au dépassement de soi, aux éditions First. Tu as envie d'en citer un autre, Malek ? Il y aurait forcément, c'est ma dimension narrative, hein, les contes à gratter. Voilà, parfait.
Parce que tout est dit, il suffit de gratter les comptes pour découvrir la richesse de la vie. Ah, génial. Est-ce qu'on peut te retrouver sur un site internet pour ceux qui ont envie de suivre tes prochaines aventures, ton actualité ? Alors il y a la page Facebook qui est dédiée vraiment à cette dimension d'ultramarathon et également à la dimension un peu conte et narrative parce qu'on essaie de faire toujours le lien entre les deux. Et après il y aura un site qui est en train de se construire pour évoquer de manière beaucoup plus dense et beaucoup plus ample les autres activités qui m'animent. Parfait, je te remercie infiniment. Merci Anne, ce fut un plaisir. Merci de nous avoir écoutés. Découvrez en avant-première la personnalité de la semaine sur le compte Instagram Métamorphose Podcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme de podcast préférée. Et surtout, abonnez-vous pour suivre tous les épisodes gratuitement. Métamorphose, le podcast qui éveille les consciences.